Bonjour, bienvenue dans Disputandum. Ils sont 11 millions de Français aidants familiaux à venir en aide régulièrement et à titre non professionnel à un de leurs proches, soit pas moins d'un Français sur 6. Ce sont les chiffres de la Fondation April et BVA. Chaque année, une journée leur est consacrée. Il s'agit du 6 octobre, accompagnement chez le médecin, tâches ménagères, aide à s'alimenter ou soutien financier. Les aidants s'occupent d'une personne handicapée, malade ou âgée et dans des conditions souvent précaires. Nous allons focaliser notre débat sur ces invisibles essentiels et pour en parler, je reçois sur ce plateau Éric Boza. Bonjour, vous êtes psychologue clinicien, psychogérontologue au centre hospitalier de Cadillac et expert près la cour d'appel de Bordeaux. Vous organisez des groupes de parole pour les aidants depuis 1999 ainsi que des consultations spécialisées et non sectorisées. Marie-Ange Blondy, vous êtes infirmière de métier. Vous avez aidé et accompagné votre mari à votre domicile jusqu'à son décès en 2017. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Marie-Madeleine Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes aidante, votre mari souffre d'une pathologie neurodégénérative. Vous participez au groupe de parole d'Éric Boza depuis 2017. Sophie Lagu, bonjour. Vous êtes responsable développement au sein de l'association Aidomi. Et enfin, par Skype, Romain Dost, vous êtes conseiller départemental de la Gironde et vice-président aux aînés. Merci à tous de participer à cette émission et nous allons tenter de dresser un état des lieux de la situation. Qui sont ces aidants? Marie-Madeleine, vous êtes aidante. Oui. C'est quoi pour vous être aidant? C'est-à-dire que j'aide mon mari, puisque comment dirais-je, il a le pic d'hippocampe et il ne sait pas trop où il en est et malheureusement il n'arrive pas à faire ses affaires comme il faisait autrefois. Donc vous vous occupez de votre mari tous les jours? Tous les jours. Et c'est un accompagnement... Je l'aide dans sa toilette, la petite toilette, puisque le SIAD de Bagatelle passe 2 fois par semaine pour lui faire la douche, parce que je ne peux pas lui faire, malheureusement. Et entre-temps, ils viennent le raser tous les jours et lui mettre les bas de contention. Et moi, le soir, je lui sors. Voilà. Marie-Ange, vous êtes occupée de votre mari pendant plusieurs années jusqu'à son décès. Il est resté à votre domicile. C'est quoi pour vous être aidante ? Bien, dès qu'il a été diagnostiqué en 2009, il n'avait que 65 ans. Donc, j'ai été obligée vraiment de m'occuper de lui jusqu'à la fin, quoi. Et il a perdu très vite, vu qu'il était très jeune, il a perdu très vite la mémoire proche et lointaine. Il ne s'en rappelait plus de rien. Et il nous a vite perdu même la connaissance de ses enfants, de ses petits-enfants. Il ne connaissait plus personne. Et comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien. Parce que depuis 4 ans qu'il est décédé, je me suis inscrite dans des associations de marche. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de rencontres des uns avec des autres. Ça m'a beaucoup aidé à remonter la pente. Parce que j'étais très mal au départ. Les rencontres, c'est ce que vous organisez, Éric Boza. Vous organisez des groupes de parole, donc depuis 1999, je l'ai dit un peu plus tôt. Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition de Marie-Ange et Marie-Madeleine sur ce qu'est être aidant ? Alors, oui, il y a d'abord des aidants, parce que là, on est dans des aidants familiaux, hein, on a aussi des aidants professionnels, donc là, on va rester sur les aidants familiaux, qui sont 2 épouses que j'ai rencontrées il y a quelques années. Donc, ils sont venus pour la première fois me voir parce qu'elles étaient dans une souffrance intense, hein, un moment de chaos complet, parce qu'on ne reconnaît plus celui qu'on a aimé, hein, c'est plus le même, et je rencontre ces personnes totalement perdues, hein, qui sont vraiment déprimées, voilà. Donc moi, je leur ai proposé à l'époque tout simplement de les écouter. Je crois que ce qui est important, c'est d'écouter, de soutenir, de guider et d'accompagner, parce que moi, quand je rencontre quelqu'un une fois, je ne sais pas combien de mois, d'années cela va durer. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans. Et en parallèle, en effet, je propose des groupes de soutien qui sont mensuels. Je propose un groupe fermé, c'est-à-dire que parmi les personnes que j'ai rencontrées, certaines s'inscrivent. On est toujours 15-16 dans ce groupe que je co-animais très longtemps avec une infirmière, mais c'est vrai que ça devient difficile. Et donc, ces personnes peuvent bénéficier, ces aidants bénéficient avec moi de consultations spécialisées et de participation, s'ils le souhaitent, mensuelle au groupe de soutien. Et là, je pense que c'est encore un autre domaine, parce que là, c'est la rencontre de l'autre, hein, de la similarité des vécus, des ressentis.
On était en train de souffrir seul dans son coin, avec des phrases terribles, il n'y a rien qui est fait pour nous, etc. Et puis petit à petit, on a vu quelqu'un en consultation, il nous a mis dans un groupe de soutien, et ce groupe, on a créé des liens. Et ça, c'est important de créer des liens, parce que dans le groupe, tout le monde est fédéré par cette souffrance, hein, et avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Mais des gens qui vont commencer à se voyer, à se tutoyer, à se faire la bise. À l'époque, c'était ça. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Et également, donc, à pouvoir s'échanger maintenant des mails et autres. Si j'ai pu réussir quelque chose, c'est au moins remettre ces aidants dans le lien social, le lien affectif. Après, c'est évident qu'ils partent, ils rentrent chez eux et c'est compliqué. Hein, mais il y a des moments où ils peuvent, en effet, comme ça, s'exprimer, parler de ce qu'ils ressentent tous les jours, de ce que les Américains appellent, ce n'est pas très, très joli, en français c'est fardeau, hein, les Américains appellent le burden, hein, ce fardeau objectif, c'est-à-dire tout ce qu'ils font pour le malade, pardon, et ce fardeau subjectif qui est tout ce que ça me renvoie. C'est-à-dire, quand j'ai assuré toute la semaine les courses, les rendez-vous médicaux, je me suis aussi épuisé. Et on arrive dans cet épuisement qui est très important où, ce qui peut être très grave, c'est quand il n'y a plus qu'un seul corps pour deux. On parlera un peu plus tard dans l'émission de la fatigue et de l'isolement des aidants, mais quel a été l'élément déclencheur qui, en 99, vous a permis de créer ces groupes de parole ? Alors moi, je travaille depuis très longtemps, ça s'appelait les maisons de retraite à l'époque, quand j'ai commencé dans les années 90. Et les années 90, je suis jeune psychologue en maison de retraite, j'ai rencontré beaucoup d'aidants, hein, puisque là, Et ces personnes, j'avais créé déjà des consultations un peu spécialisées au sein des EHPAD, enfin des maisons de retraite. Et un jour, j'ai eu la chance qu'un chef de service... Paul Bonan, pour ne pas le nommer, me suive, ainsi qu'un directeur hospitalier, qui était le directeur de l'hôpital de Cadillac, en disant, écoutez, vous décentralisez une clinique qui s'appelle la clinique d'Ornon, il y a de magnifiques bureaux dans une aile de consultation, écoutez, moi j'ai un projet. Le projet, ça serait de recevoir, non pas les malades, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à être faites pour les malades, mais les aidants. Donc j'ai mis ça en place, j'ai mis cette consultation en place, très exactement, 1er juin 99. Je ne savais pas trop où je partais, j'avais une infirmière avec moi, et puis c'est vrai que ça a très vite pris de l'ampleur. Sophie Lagu, vous travaillez donc pour une association. Rapidement, en quoi consiste votre association ? Alors, on est une association d'aide et de soins à domicile. Donc, finalement, nous accompagnons les personnes malades. Donc, mesdames qui avaient... Peut-être vous avez parlé du SIAD de Bagatelle. Nous, au sein de notre association, on a un service d'aide à domicile et on a un SIAD. Donc, les personnes malades, les personnes vulnérables, nous les accompagnons tous les jours. Et les aidants, on les côtoie très régulièrement puisque c'est souvent aussi, entre guillemets, des collaborateurs assez étroit avec nos services. Vous l'avez dit, madame, vous répartissez les tâches en fait entre le SIAD et vous-même. Voilà, vous êtes répartis les missions. Donc c'est un public qu'on connaît bien. Et alors, qui sont-ils justement ? Vous parlez de ces aidants. C'est ce que vous dites, monsieur Boza. Ce sont des personnes qui ont un corps pour deux. J'aime bien cette définition, qui ont un fardeau. Enfin, moi, pour en avoir rencontré, on a participé à des sessions d'action, des formations des aidants, et c'est souvent ça qui est dit, c'est le fardeau, et aussi de méconnaissance peut-être des dispositifs aussi. Je pense que les actions comme celle de monsieur Boza ou les nôtres, il y en a beaucoup aussi sur le territoire, notamment sur Bordeaux Métropole, permet aux aidants de se reconnaître en tant qu'aidant. On est souvent la femme d'eux d'abord, et puis après on est aidant, et de pouvoir connaître des dispositifs, se retrouver entre pairs et partager aussi, c'est ce que vous dites, je trouve la souffrance, c'est assez intéressant, et d'accepter que ces personnes-là ont aussi besoin d'aide, de relais, de soutien, et c'est ce que vous avez dit, madame, vous êtes mise dans des clubs de marche, pour pouvoir se préserver aussi, prendre conscience finalement que que leur santé est aussi importante que celle de la personne qu'ils accompagnent. Ce n'est qu'au décès de mon mari, parce que pendant les 8 ans où je m'en suis occupée 24/24, avec des aides bien sûr, mais bon. Je présume. Moi, ce que j'aime beaucoup là dans les réunions de monsieur Boza, c'est que en écoutant les uns et les autres discuter sur leurs problèmes, qui ne sont pas toujours les mêmes, mais qui se ressemblent beaucoup, on a aidé beaucoup à éviter beaucoup de maltraitance. Qu'on aurait eu tendance, en ne connaissant pas la maladie d'Alzheimer, à bouger et à remuer pas mal son mari. Donc le secouer, le remuer. Et dans ces réunions, justement, avec la rencontre des uns et des autres qui racontaient les faits et que M. Boza nous conseillait,
on a aidé à beaucoup de choses pour éviter cette maltraitance. Donc finalement, c'était plus qu'un groupe de parole. Oui, mais oui, Oui, je pense que au début, vous savez, ça fait 22 ans. Je pense que les groupes aujourd'hui ne ressemblent pas aux groupes d'il y a 22 ans. Je rebondis sur ce que dit Madame Blondy. C'est vrai que des moments, on a entendu des hommes essentiellement nous dire leur souffrance et être un peu sténiques. En fait, ils n'avaient pas totalement compris la notion de stimuler. Parce que pour eux, il fallait stimuler. Finalement, physiquement. plus que moralement. Voilà, et stimuler physiquement, ça peut être taper sur une main quand on mange avec les doigts, ça peut être taper derrière la tête. Tenir la tête pour faire manger quelqu'un. Pour faire manger quelqu'un, ça peut être plein de choses. Il y a une différence finalement entre aujourd'hui et puis il y a 22 ans dans l'accompagnement, dans l'aide et du rapport entre les aidants et les aidés ? Alors, je pense que maintenant, les maladies neurodégénératives sont un peu plus, entre guillemets, démocratisées. On sait des choses qu'on ne savait pas à l'époque. Et comme vous le disiez, il y a des associations. Moi, j'étais un peu tout seul en 99, un peu tout seul. Maintenant, on est nombreux. Donc, je pense on peut prendre des renseignements. Mais vous savez, la souffrance, elle est intime au sein d'un couple. Au sein d'une famille, moi j'aime beaucoup la notion de systémie familiale parce que souvent les aidants vont me parler des enfants, des petits-enfants. Tout le monde est marqué par un grand-père. Le grand-père, Monsieur Martin, le grand-père, là, va marquer en effet ses petits-enfants. Donc l'aidant, il y a en effet ce qu'on appelle la définition d'un aidant principal. Madame Martin, Madame Blondy étaient des aidants principaux, c'est-à-dire des aidants de proximité qui sont toujours là. Mais quand il y a une réunion de famille, les enfants, les petits-enfants... Et moi, j'ai vu les petits-enfants venir me voir dans mon bureau, me dire « Mais qu'est-ce qu'il a, papy ? Vous pouvez nous expliquer ce que papy a ?» On essaye de démocratiser ça et de pas faire peur, parce que ça peut faire peur, la perte de mémoire à un enfant qui a 5, 6, 7 ans. Voilà. Donc ça a changé. Je crois que beaucoup de choses ont changé de toute façon maintenant. Et puis, il y a eu beaucoup d'articles. Ce qui a changé également, c'est aussi la politique et la prise de conscience des collectivités. Romain Dost, vous êtes conseiller départemental de la Gironde et vice-président aux aînés, je le rappelle. La Gironde dénombre beaucoup d'aidants sur son territoire ? Alors oui, elle dénombre 300 000 aidants, en tout cas comptabilisés. Ce qui est notable, c'est que la plupart de ces personnes ne se considèrent pas comme aidants, puisqu'on estime qu'environ seulement 1 sur 4 se considère comme aidant, donc ce qui est relativement peu. Effectivement, le département accompagne. Je rejoins ce qui est dit en plateau. Il y a effectivement une accélération de la prise de conscience des problèmes autour des aidants, avec notamment depuis la crise, mais on le sentait venir avant, des problèmes psychologiques assez forts. Nous, on sait qu'au département, les aidants qui viennent voir les services du département, il y en a 48 qui disent avoir besoin d'un soutien psychologique et 27 qui s'estiment en état d'épuisement mental. Donc, on a un fort enjeu autour de cette question-là, et je ne peux que rejoindre la définition, l'excellente définition de Monsieur Boza, qui est d'associer finalement les aidants à cette forme d'épuisement. En tout cas, c'est ceux-là que le département veut aider en priorité. Alors plus précisément, qui sont ces aidants ? À savoir, ils sont 58% à être des femmes, 76% ont moins de 65 ans et 52% travaillent. Ce sont des chiffres du baromètre BVA, April de 2018. Romain Dost, est-ce qu'il y a un profil type qui se dégage ? Alors, je dirais que non, puisque effectivement, vous avez bien dit, il y a 58% de femmes. On a en fait des aidants qui sont y compris très jeunes, au département. On a mis aussi en place des solutions vis-à-vis de très jeunes. Parfois, on peut être le fils d'une maman qui est malade et être considéré comme aidant. Ou le parent d'un enfant malade également. Il y a 61% des aidants qui travaillent, donc on a plutôt un profil de personnes qui sont actifs en activité, ce qui n'est pas sans poser de problème pour eux, puisqu'ils doivent aménager leur temps de travail, etc. Donc non, le profil, il est extrêmement divers, c'est ce qui rend le suivi de ces aidants très difficile. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ils ne se considèrent parfois pas comme aidants, puisque effectivement, c'est une notion qui est relativement récente, et parfois, on peut s'épuiser à aider une personne sans même savoir qu'on a droit à tout un type d'aide. Et c'est sur ça que le département travaille actuellement, c'est déjà faire connaître les dispositifs d'aide et faire savoir aux aidants qui sont en souffrance mais qui ne le savent pas, qu'ils ont tout un tas de services pour eux.
Monsieur Dost le précisait, 300 000 aidants en Gironde et seulement 25% qui en ont conscience. Marie-Madeleine, est-ce que vous avez conscience d'être une aidante ? Oui, maintenant, oui. Maintenant, oui. Oui, Une prise de conscience qui a été progressive ? Assez rapidement. Et puis, j'ai eu l'aide d'un ami que j'appelle mon grand frère, qui m'a guidée vers Monsieur Bozard. Et vraiment, j'en ai besoin. Marie-Ange, cette prise de conscience d'être une aidante auprès de votre mari, Oui. elle a été immédiate Rapide, parce qu'il était devenu agressif pendant 2 ans, durant le début de la maladie. Il a été agressif pendant 2 ans. Et j'ai dit, je tiendrai le coup, parce que c'était pas dans son caractère, c'est la maladie qui le rendait comme ça. Et il avait eu son père comme ça, Alzheimer, au même âge, à 65 ans. Donc je pense qu'il avait encore la possibilité, il pensait encore se retrouver dans l'état. Il avait connu son papa et ça lui faisait peur. Cette maladie lui faisait peur. Et je pense que pendant 2 ans, il a dû réaliser un petit peu ce qui lui arrivait. Et après, il est redevenu doux, il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu des gros problèmes d'agressivité. Des gros problèmes d'agressivité. Il me poussait dans les escaliers, il essayait de m'étrangler, j'ai eu des gros problèmes. Mais je l'ai gardé pendant 2 ans quand même, comme ça. Et qu'est-ce qui vous a fait tenir malgré l'agressivité, malgré la difficulté ? L'amour de mon mari, qui avait 48 ans que nous étions mariés, donc voilà, uniquement. Parce que c'est vrai que quand on entend là toutes les difficultés auxquelles les aidants font face, finalement, pourquoi ils tiennent, pourquoi ils gardent le malade chez eux, à leur domicile Je m'étais beaucoup occupée des autres. Je me voyais pas moi. Oui, vous êtes infirmière de métier. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de réanimation, j'ai fait beaucoup de. Donc je ne me voyais pas du tout placer mon mari. Et vous, Marie-Madeleine, pour quelle raison ? Moi, c'est parce que j'aime mon mari et ça va faire... C'est 59 ans qu'on est mariés et disons que... Non, pour moi, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Je vous propose de regarder un reportage qui, justement, met en lumière un couple dont l'épouse s'occupe quotidiennement de son mari depuis 11 ans. Et puis, d'un autre côté, qui montre plusieurs initiatives qui sont mises en œuvre pour accompagner les aidants. Et puis, on en parle juste après. Merci, c'est gentil. Un lieu d'écoute pour les aidants, le premier du genre en Charente. On accompagne aussi les aidants, on fait du soutien. Parmi le public de ces portes ouvertes à la maison de Léa, Annie Mauborgne. Je le mets à table. Et je peux vous dire que les fauteuils, ils sont résistants. Elle s'occupe au quotidien de son mari, victime d'un AVC il y a 11 ans. 7 jours sur 7 sans répit, elle est présente à ses côtés. En fin de compte, on n'a plus de repos. C'est de tous les jours, du lundi au dimanche soir, et on recommence du lundi au dimanche soir. Voilà, à faire la même chose, le manger, un peu de ménage, vous voyez, là j'ai la douche à nettoyer, la salle de bain qui soit propre pour les aides-soignantes, etc., etc. En fin de compte, on ne fait plus que ça. Une situation que son époux Daniel comprend très bien. C'est elle qui s'occupe de tout, quoi. C'est comme j'ai qu'un bras, des fois, quand je vais aux toilettes, j'arrive pas à remonter mes vêtements. C'est un détail, mais qui englobe quand même une grande chose. D'accord. C'est d'abord pour rompre une forme d'isolement que la maison de Léa a été créée. Elle fédère différents partenaires, bénévoles et professionnels, pour soutenir les aidants. Ils attendent qu'on les écoute en premier lieu, qu'on les soutienne, qu'on les accompagne, qu'on les oriente. Donc souvent ils se sentent un peu seuls. Je me donne le temps de poser tout le poids de mon corps sur mes points d'appui. Parmi les différents ateliers que la maison propose, la sophrologie. Ils sont dans des situations d'épuisement total. Ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de se retrouver eux-mêmes et de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Les responsables de l'UNA Charente-Vienne ont voulu faire de la maison de Léa un lieu de convivialité loin des standards médico-sociaux. Une écoute bienveillante pour des aidants comme Annie, qui quelquefois ont juste besoin de trouver une oreille attentive à leurs problèmes du quotidien. On vient de découvrir cette dame qui s'occupe de son mari 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On l'entend dans le reportage. Je ne fais plus que ça. Marie-Madeleine, est-ce que vous vous retrouvez dans ces propos ? Une partie, oui. Une bonne partie, oui. Parce que j'essaye malgré tout, depuis le Covid, bon, ça fait 2 ans qu'on faisait plus de chant. J'adore chanter.
Et de plus, je faisais de la sophrologie et de la réflexologie à la maison du Bon Secours à Bègles. Et tout ça, avec le Covid, nous ne l'avons pas. Et ça me manque, très sérieusement. Parce que ça me permettait vraiment de me retrouver vraiment avec mon mari. Marie-Ange, vous vous retrouvez dans ce reportage ? Pas tout à fait, parce que moi j'avais quand même des aides de la PAS, c'est-à-dire j'avais des personnes qui venaient pour moi, l'aide ménagère, j'avais des infirmiers qui passaient 3 fois par jour. Donc ça me permettait, le mercredi parfois, j'emmenais mon mari encore quand il était capable d'être sur un fauteuil, voir ses petits-enfants à la campagne, tous les mercredis, tant qu'il acceptait de pouvoir monter dans une voiture, jusqu'au jour où il refusait après la voiture, donc c'était plus possible. Je l'emmenais 1 fois par semaine. Après, je suis partie quand même en vacances encore en 2012, c'est-à-dire pendant 3 ans de sa maladie, je suis partie en voyage avec des amis. Ça a été pas facile à gérer. Mais... Comment vous avez fait ? Vous avez dans un voyage en Tunisie, en plus, piqué dans les assiettes des voisins tant qu'on cherchait le repas. Oui, vous êtes partie avec lui. Je suis partie avec lui. Je devais me rentrer dans les toilettes dans un avion avec l'hôtesse de l'air, voyez un peu ce que ça fait, parce qu'il commençait à être incontinent. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais je partais avec des amis, on était un groupe, donc tout le monde m'a aidé à gérer. Donc, et puis je savais très bien que c'était son dernier voyage. Donc je me suis permise de l'emmener encore en voyage en 2012, alors qu'il est mort en 2017 quand même. Mais il était malade depuis 2009. Dans les 3 premières années, ça passait encore. Ça s'est dégradé au fur et à mesure quand même. Autre élément dans le reportage, on voit aussi la création d'initiatives avec des cafés-rencontres, des groupes de discussion, comme ce que vous proposez, Éric Bozat. Romain Dost, le département propose également des initiatives de la sorte, comme on vient de le voir dans ce reportage ? Alors oui, c'est vraiment ce qui est contenu dans une feuille de route qui a été présentée en 2020 au sein du département et qui vise à mettre en place un certain nombre de dispositifs. Il y a de l'accueil de jour, notamment pour les publics handicapés. On a de l'hébergement temporaire également pour pouvoir souffler un petit peu, laisser de temps en temps la personne malade pour un aidant en établissement. On a aussi de notre côté un soutien aux associations qui également font du répit. Je pense notamment au collectif handicap qui peut agir dans ce sens-là. Donc voilà, on a aussi les relais d'accueillants familiaux pour un autre type de public quand on a de l'accueil familial. Voilà, donc on a quand même une batterie de réponses qu'on essaie de mettre en place et pour accompagner au mieux ces personnes-là et puis qu'elles puissent souffler, notamment dans le profil de personnes comme celle qu'on a vue à la maison de Léa. Sophie Lagu, je vous vois hocher de la tête. Vous avez un commentaire à faire au propos de Monsieur Dost ? Il manque un dispositif en plus des solutions dont a parlé Monsieur Dost. C'est que sur le territoire de la Gironde, il y a quand même 2 structures qui expérimentent le baluchonnage, donc le répit de longue durée à domicile. Et on ne fait pas partie en fait des informations que le département relaye et on trouve ça regrettable. Donc le répit de longue durée à domicile, en fait, on peut l'expérimenter depuis 2019 jusqu'à la fin de l'année. Grâce à l'expérimentation de dérogation au droit du travail. Tout le monde sait que le répit de longue durée est efficace pour les aidants, pour qu'ils puissent vraiment se reposer et souffler. Mais jusqu'à présent, en fait, le droit du travail en France ne nous permettait pas d'instaurer un système où une intervenante à domicile pouvait rester H24 au domicile de la personne. Grâce à la loi ESSOC et l'article 53, excusez-moi pour ces... Les termes techniques, oui, voilà. Il y a 40 porteurs de projets en France, en fait, qui peuvent expérimenter cette dérogation au droit du travail pour mettre en œuvre des prestations. Alors, le terme générique de l'expérimentation, c'est des prestations de suppléance à domicile. Donc, c'est du répit de longue durée, minimum, il me semble, dans l'expérimentation, 2 jours, maximum 6 jours d'affilée au domicile. Donc, vous faites partie de cette expérimentation nationale. Ouais, exactement. Et donc, sur Bordeaux, on propose, nous, une solution de répit de 3 jours, 2 nuits. Donc, une baluchonneuse vient au domicile des aidants en son absence. Donc, c'est vraiment, là, l'aidant, il quitte le domicile, il quitte la situation un peu difficile. Et c'est une professionnelle qui a été formée et qui vient prendre relais de la personne qui reste à la maison. Donc, ça facilite aussi beaucoup de choses parce que finalement, les dispositifs de répit qui sont très bien, je veux dire, il y a différentes solutions de répit et en fait, elles sont plus ou moins adaptées en fonction des situations. Là, l'avantage, c'est que le fait de laisser la personne à la maison, mais il y a un confort quand même pour la personne qui reste. Et il y a un confort aussi pour l'aidant qui s'en va un peu l'esprit libre et tout est préparé en amont.
pendant un bon mois. Et il part vraiment l'esprit un peu plus léger et il revient. Les résultats ont pu nous montrer que en fait, quand ils connaissent cette solution de répit et qu'ils savent qu'ils peuvent y recourir plusieurs fois dans l'année, ils ont un peu, entre guillemets, les batteries rechargées pour tenir, en fait. Pour dire, finalement, je le fais H24. Ça leur fait un objectif avec une annuel, par possibilité exemple. de souffler. Là, l'expérimentation, on a baluchonné plusieurs fois au domicile de même personne parce qu'il y avait des besoins et qu'on pouvait le faire. Et ça permet d'avoir des points d'étape et des objectifs. En effet, vous avez raison, des objectifs. Il y a pas très longtemps, je pense. Depuis combien de temps ça dure? C'est très, très récent. Parce et on espère que ça va être pérennisé. Je l'avais entendu parler, parce que moi, je le mettais en accueil de jour. J'avais commencé par 1 jour par semaine pour me reposer. J'ai quand même profité beaucoup de ces accueils, moi. J'ai fait accueil de jour dans certaines maisons de retraite qui acceptaient. De temps en temps, j'ai commencé par 1 jour, après j'ai fait 2 jours, j'ai fait 3 jours, j'ai fait jusqu'à 4 jours, facilement pour pouvoir me reposer. Et je l'ai même mis en accueil, mais pendant vraiment une semaine temporaire. Ouais. Je faisais des accueils temporaires dans certaines maisons de retraite. Ça m'est arrivé pour me reposer. Et ça vous a fait du bien? Ah, ça m'a fait énormément de bien. Bah oui. Romain Dost voulait peut-être répondre à Sophie Lagu? Oui, non, alors, bon, déjà, j'avais connaissance un petit peu du conducteur de l'émission, donc je savais que vous alliez en parler, donc je vous ai aussi laissé, mais évidemment, quand on le porte, c'est une solution qui vient du Québec, le baluchonnage, et moi, je suis très attentif à ce que fait le Québec sur la politique des aidants, qui est des aidants, mais également la politique de l'âge de manière plus générale, extrêmement innovant, avec beaucoup d'initiatives intéressantes, et effectivement, le baluchonnage, c'est typiquement le genre d'initiative sur lequel on veut mettre le poids du corps au cours de ce nouveau mandat. Et donc, je suis très content que Madame en ait parlé. Pour comprendre un peu plus précisément en quoi consiste le baluchonnage, je vous propose de regarder ce reportage et puis on en parle juste après. Je suis sûre que c'est mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, Annie est ce qu'on appelle une baluchonneuse. L'ancienne commerciale s'apprête à remplacer Hervé dans son rôle d'aidant. Il s'occupe de son épouse en permanence depuis près de 10 ans maintenant. Ça, ici, ce sera votre chambre. Très bien, très bien. Ce week-end, Hervé va rejoindre des amis. Une occasion de respirer. En 10 ans, il n'est parti que 3 jours en vacances. Un peu de soulagement, oui. Oui, parce que mon mari a subi une ablation du rein. Donc, il va pouvoir se reposer tranquille. Même si Hervé est tout excité à l'idée de partir et de changer de routine, pas facile pour lui de lâcher prise. Je vais partir quand même avec un petit pincement au cœur parce que bon, c'est moi qui pars et ma femme qui reste toute seule à la maison et surtout qui ne peut pas bouger. Voilà, c'est ça. Donc je pars comme un peu craintif, quoi, si vous voulez. Bernadette ne sera jamais seule. Annie restera à son chevet 24 heures sur 24. Plus qu'une aide, le baluchonnage est pour elle un échange. On voit souvent la détresse des gens. Il y a quelque chose de gratifiant de venir apporter un mieux-être pour et la personne dont le besoin se fait sentir et la personne qui est là au quotidien et qui a besoin de respirer un petit peu, quoi. Coût du service, 50 € par jour pour la famille grâce au financement de fondations privées. Le baluchonnage est expérimenté depuis 1 an en France. C'est essentiel pour permettre à l'aidant de prendre du répit. Moi, j'ai l'habitude de citer qu'un seul chiffre. Passé 60 ans, un aidant sur 3 décède avant l'aider. Ça suffit à comprendre la problématique de l'aide à domicile. Ce dispositif venu du Québec donnera lieu à un débat parlementaire d'ici la fin de l'année pour mettre en lumière la problématique du maintien à domicile. Marie-Ange, vous avez commenté tout ce reportage. Qu'est-ce que vous pensez du baluchonnage? Super. Moi, je trouve ça très bien parce que ça permet à la personne de rester chez elle vraiment, de coller son endroit, ses repères. Elle a ses repères. Tandis que dès qu'on la mange, le mien partait, quand il revenait chez lui, oh là là, il se croyait de nouveau. C'était vraiment, on sentait qu'il faisait la différence, quoi. Il était désorienté peut-être. Marie-Madeleine, c'est quelque chose que vous aimeriez tenter, le baluchonnage? Oui, parce que c'est vrai que s'ils vont à l'extérieur, ils sont désorientés. Oui. Vous voyez, ne serait-ce quand il a été hospitalisé en urgence pour une matinée, eh bien, il est revenu, il était complètement désorienté, il savait plus, il était là, il me cherchait, comme il continue toujours à me chercher. Je me déplace un peu. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Voyez? Et c'est vrai que là, il y a 3 semaines de ça, il a eu un ennui avec la chaleur. Nous avons été chez un des jumeaux et justement, il s'est trouvé qu'il a eu un coup de chaleur.
il a fait un malaise vagal. Heureusement, la fille et son compagnon étaient avec nous, puisque c'est eux qui nous amenaient. Eh bien, c'est vrai, il a eu un malaise vagal, il s'est fait pipi dessus, et là, il ne savait plus. Vous voyez ? Il était perdu. Ça fait peine. Ça fait peine. Alors, les pompiers sont venus, puis ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez si les urgences nous demandent de l'amener, ou s'ils nous disent qu'il peut rester là, on le laisse. Je lui ai dit, j'aimerais autant qu'il reste là, parce qu'il sera désorienté. C'est une solution, Éric Bauza, que les aidants préfèrent garder le malade à leur domicile, près d'eux. Le baluchonnage, finalement, c'est une bonne solution. Tout à fait. Je pense qu'il y a peu d'aidants, quand je les rencontre, qui prônent le placement en EHPAD, même s'il ne faut pas diaboliser l'EHPAD. Il y a un moment, il n'y aura peut-être pas le choix. Oui. Moi, je pense que il y a un temps pour tout. On a vu le baluchonnage, on a vu les accueils de jour, les accueils temporaires. Madame Blondy le disait, Madame Blondy, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, Monsieur Bauza, je le garderai jusqu'au bout. Je ne savais pas à l'époque si ça serait possible, parce que c'est épuisant. Elle a réussi à le garder, elle avait cette volonté. D'autres vont placer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La fatigue est là, vous savez. Ce qui est terrible, on en parlait un petit peu tout à l'heure, sur cette notion d'aidant. Est-ce qu'on se reconnaît aidant, disait M. Dost. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on est dans des mouvements de l'amour, des mouvements affectifs. Et en particulier, essentiellement, les notions de dette et de devoir. La dette, on va la trouver souvent chez l'enfant, hein, et le devoir chez l'époux. Et combien de fois j'ai entendu, on est passé devant le maire, on est marié pour le meilleur et pour le pire. J'ai eu le meilleur pendant 60 ans, maintenant j'ai le pire. La problématique, c'est que l'aidant, et on le disait tout à l'heure, ne va pas, sur le moment, se rendre compte de l'épuisement qui est le sien. On disait, donc il faut souvent intervenir pour l'aidant. C'est-à-dire dire, attention, moi j'ai souvent été un peu électrochoc avec des aidants, on disait, attention, là, j'ai peur pour vous. Je précise que 31% des aidants affirment avoir tendance à délaisser leur propre santé. C'est à nouveau un chiffre du baromètre BVA April. Tout à fait. Je pense qu'il y a cette solitude, ce que je vais appeler la solitude à deux. C'est-à-dire qu'on a un enfermement à deux, un repli à deux. Et je vais vous citer cette jolie phrase d'une psychologue qui disait « Il arrive un moment où vivre ensemble devient impossible, alors que se séparer demeure impensable. » On est dans cet entre-deux où il faut que je le place, mais je ne peux pas. Alors, aidez-moi. Donc, je pense que, surtout, il ne faut pas rentrer, nous, dans quelque chose de l'ordre du conseil un peu drastique. Vous devez. Moi, dans les groupes de parole, on n'en a jamais entendu. Vous devez. Non, je crois que chacun fait comme il peut. Encore une fois, ces maladies neurodégénératives, ce sont des expériences affectives. Si vous demandez à un aidant de définir la maladie d'Alzheimer, il ne va pas vous parler de troubles hippocampiques ou autres. Il va vous parler de l'amour, de la haine, de la culpabilité, de la honte, du désir de réparation et surtout des sentiments qui sont très forts. C'est le sentiment d'inutilité, le sentiment d'échec. On s'était promis devant le monsieur le maire de se porter secours, mais là je n'y arrive pas parce que la maladie nous a contournés. Ces sentiments d'échec sont vraiment terribles. Et cette culpabilité est extrêmement forte chez les dents, d'où le fait d'aller jusqu'au bout. C'est cette phrase que j'entends souvent, j'irai jusqu'au bout. Mais au bout de quoi, hein, voilà, j'irai jusqu'au bout parce qu'il est impensable de fonctionner autrement. Je vais vous donner un chiffre assez parlant. 11 milliards d'euros par an d'économie. C'est ce que représente la contribution des proches aidants pour la société. Romain Dost, que ferait la société sans les aidants ? Alors oui, vous avez raison de rappeler ce chiffre, hein, 11 milliards, ce qui veut bien dire l'apport social et l'utilité sociétale qu'ont les aidants. Je ne sais pas ce que ferait la société sans eux. Ce qui est sûr, c'est que la collectivité en a besoin. Tout est fait pour les accompagner. En tout cas, c'est vraiment le sens qu'on veut donner à l'action publique, notamment à travers... Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour les aider ?
Alors, il y a notamment des dispositifs de soutien psychologique qui sont mis en place. Il y a quelque chose qui est testé en Gironde depuis 2017, qui est un dispositif assez global, qui est cofinancé avec la CNSA, qui consiste en fait à déployer sur l'ensemble des réseaux territoriaux, c'est-à-dire les CLIC. C'est beaucoup d'acronymes en département. Les CLIC qui sont des sortes de maisons seniors, les maisons du département ex-MDSI, voilà, l'ensemble des réseaux du département sur le territoire. On va tester un accompagnement psychologique. Il y a 12 psychologues, 2 coordinatrices qui ont été mises en place pour accompagner notamment ces aidants qui sont en souffrance, qui ont besoin d'un appui psychologique, de discuter, mais aussi de savoir, d'avoir des réponses à leurs problèmes. Donc ça, c'est un élément. Et puis après, c'est l'ensemble de l'appui aux associations, notamment, on l'évoquait précédemment, les cafés des aidants, l'ensemble des initiatives qui peuvent être menées pour discuter, confronter les problèmes et obtenir des ressources. Sophie Lagu, votre association propose d'autres initiatives en plus de l'expérimentation nationale de baluchonnage pour accompagner ces aidants ? Alors oui et non. Enfin, en fait, on propose et surtout on mutualise, c'est-à-dire que notre association, on est quand même donc une association d'une taille assez conséquente sur la ville de Bordeaux, et qu'il y a des initiatives aussi qui sont faites par d'autres partenaires. Je pense aux EHPAD qui ont des pôles ressources et qui ont déjà des initiatives. Et l'objectif, c'est pas. Enfin, moi, je crois que ce qui est très important, surtout, c'est de mutualiser, parce que il y a une offre assez pléthorique, j'ai l'impression, mais qui n'est pas du tout lisible pour les aidants. Il y a une absence de synergie finalement entre moi, je les crois associations, les EHPAD, les collectivités territoriales. Enfin, moi, je parle de ce que je connais sur Bordeaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des initiatives d'ailleurs qui sont très intéressantes. Je pense à l'EHPAD Grand Bon Pasteur, où il y a un collectif des aidants qui s'est créé. Donc des aidants ont choisi de monter un collectif et de proposer des actions de sensibilisation. Et donc là, nous, on est rentrés dans la boucle pour expliquer aux aidants qui connaissaient pas les services d'aide à domicile, qui connaissaient pas les services de soins infirmiers, quel est notre rôle et comment on peut les soulager. Donc il y a des choses comme ça. Et puis nous, de l'autre côté aussi, on a adhéré à l'Association française des aidants pour proposer des actions de formation. Alors c'est plutôt des groupes de parole. Enfin, c'est mené par une de nos psychologues, justement pour sensibiliser les aidants sur le besoin qu'ils y auraient à prendre soin de leur santé. Le chiffre, je l'ai pas retenu, mais il est quand même assez 31%. Voilà. Et puis, de les faire travailler comme ça entre pairs, et qu'ils puissent aussi connaître les dispositifs qu'ils ont à disposition. Alors ça peut être très divers et varié, parce que justement des consultations spécifiques en fonction des besoins. Les aidants, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins aussi, de toute façon. Et puis en interne, nous, de toute façon, donc on accompagne les personnes âgées et handicapées sur la ville de Bordeaux, mais on a aussi des psychologues qui sont présents au sein de notre association. Donc en première intention, bien évidemment, ils interviennent pour les personnes qu'on accompagne, donc ça serait plutôt votre mari par exemple, mais de toute façon il y a un soutien au domicile. Donc au domicile, il y a le conjoint, il y a la conjointe, donc on est là aussi de toute façon pour orienter et pour accompagner les personnes vers d'autres dispositifs. On vient de parler d'accompagnement, de soutien des aidants. Il y a une autre question également que nous allons évoquer, c'est la reconnaissance du statut des aidants. Pour 86% des Français, le statut d'aidant reste encore trop peu valorisé. Marie-Ange, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous avez l'impression que votre mission d'aidante auprès de votre mari a été valorisée, reconnue ? Non, pas du tout. C'est sûr qu'elle n'a pas été reconnue. Mais j'étais à la retraite, donc quand ils sont à la retraite, je m'en suis occupée entièrement, quoi. Vous n'avez eu aucune rétribution, aucune... aide financière ? Elle par là pas un petit peu, mais enfin, on a toujours à financer quand même. Ici. Marie-Madeleine, vous avez l'impression que votre statut d'aidante est reconnu ? C'est-à-dire, il est reconnu par M. Bozard parce qu'il nous aide. Oui, attention, ça, il ne faut pas l'oublier, parce que sans lui, on n'est rien. Mais c'est vrai que on est obligé d'être là avec le conjoint. Moi, je vous dis qu'il se voit perdu, quoi. Et vos proches, quel est le regard qu'ils portent sur votre statut d'aidante ? Avec les enfants, puisque nous avons 3 enfants, nous sommes très soudés tous les 5, et puis les petits-enfants maintenant. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, je suis très très soudée. Et on parle beaucoup. Heureusement que vous avez votre cercle familial pour vous aider. Mais ça, je le reconnais. Est-ce que vous vous sentez délaissé par les pouvoirs publics, par les collectivités territoriales, par la société finalement, en dehors de votre cercle familial ? C'est-à-dire, je me sens délaissée, peut-être que oui, pour la bonne cause, c'est que vu que je ne veux pas sortir à l'extérieur
comme je voudrais pour faire certaines choses au sujet de renseignement, des trucs comme ça, oui, je me sens un peu délaissée. Et j'ai mes enfants qui sont là. Et vous voyez, quand j'ai demandé la carte d'invalidité pour mon mari, eh bien, je ne comprends pas que j'ai mis plus de 2 ans pour l'avoir. Alors comment expliquer finalement cette lenteur et ce manque de reconnaissance, de prise de conscience en fait? Ça, c'est Éric Bauza, vous inadmissible. qui travaillez sur le sujet depuis plusieurs décennies? Plusieurs 2 décennies, 22 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, donc je ne me trompe pas quand je dis plusieurs décennies. Je ne sais pas si je reviendrai. Non, je crois qu'il fallait définir à l'époque une souffrance qui était cette souffrance des aidants. On a pris en charge, je dirais, c'est pas joli, on a accompagné les malades. On a vraiment travaillé beaucoup sur la maladie d'Alzheimer en particulier, beaucoup d'études ici, l'étude Paquil en particulier, François d'Artigue. On a beaucoup bossé là-dessus. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même toujours une famille. Et c'est pour ça que moi, je reste toujours dans une dimension systémique, c'est-à-dire un aidant, oui, mais une famille. Et je dis que cette maladie d'Alzheimer ou autre est une attaque de l'intime familial. Ça va aller modifier les systèmes de représentation, les systèmes de rôle. Tout le monde est atteint et tout le monde est porteur un peu de la souffrance. C'est-à-dire que si on considère qu'une souffrance partagée est moins difficile à porter, c'est peut-être ce qui se passe dans une famille. Alors, les aidants, oui, on a mis du temps. Je pense que j'ai vu un déclic avec le plan Alzheimer 2008-2012, un peu sous la présidence de Sarkozy, mais c'est vrai que là, on a eu des choses nouvelles qui sont arrivées, les cafés des aidants, enfin, ça n'existait pas. Hein. Je crois que c'était des choses qui sont arrivées. C'est surtout le statut finalement de l'aidant, il me semble qu'il est entré vraiment dans la loi d'adaptation à la société au vieillissement en 2015. Donc en fait très tard finalement. Enfin voilà, c'est extrêmement récent. Alors que c'est pour ça qu'on parlait au début de l'émission de ces invisibles essentiels, ce manque de reconnaissance. Romain Doss, vous répondez quoi à ces aidants qui justement souffrent de ce manque de reconnaissance, de cette absence de cadre juridique pendant plusieurs années? Oui, cet aspect d'avoir un manque de reconnaissance des pouvoirs publics ou de simplement pas trouver l'information, elle existe. Je discutais moi avec la directrice de France Alzheimer récemment qui me disait que pendant 10 ans, elle était passée à côté de tout dispositif d'aidant. Et elle a accompagné son mari pendant 10 ans sans pouvoir obtenir une aide alors qu'elle habitait à quelques pas d'un CCAS notamment. Donc c'est typiquement sur ce genre de choses qu'il faut qu'on agisse. La feuille de route qu'on a mise en place a vocation à répondre à ça, faire en sorte que l'information puisse être donnée aux personnes qui sont aidantes et qu'elles puissent effectivement obtenir l'information auquel elles ont droit tout simplement. Nous allons voir un dernier exemple de couple aidant, aidé. Lui souffre de sclérose en plaques et elle a dû renoncer à son travail, une vie de concession. On en parle juste après. Ce sont les invisibles, aux côtés de ceux qui en ont besoin. Et pourtant, très souvent, on ne les voit plus dans ce rôle d'aidant. Betty a toujours été là pour François, son mari, qui souffre de sclérose en plaques. Un engagement total qui pose aujourd'hui le statut de ces aidants. Leur redonner la possibilité d'avoir leur propre vie et leur propre autonomie. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'il arrive parfois que les aidants se trouvent, dans mon cas non, mais dans d'autres cas, pris tellement par la maladie qu'ils disparaissent, ils se fondent complètement. Et ça, c'est difficile, je trouve. Des renoncements, il y en a eu, il est vrai. Betty, son épouse, a renoncé à son emploi. Elle a pu organiser les choses au quotidien. Il faut anticiper les choses. Il ne faut pas attendre que la fatigue soit là trop importante. Il ne faut pas que la maladie soit, en l'occurrence, nous, la 5e personne de la maison. Hein. La maladie, ce n'est pas la 5e personne de la maison. La maladie, on apprend à vivre avec, mais il ne faut pas qu'elle soit omniprésente comme quelque chose qui plombe tout et qui arrête tout. François milite au sein de la Maison du Cerveau, une association de patients, d'aidants, de cliniciens et de chercheurs. Leur but, remettre les patients au centre du débat, comme ici, à Broca, le centre de recherche des maladies neurodégénératives. Jean-Bernard, lui, a la double casquette. Atteint de Parkinson, il est aussi aidant pour son épouse. On va au-delà de relations normales. Et ce statut d'aidant, qui, dans certaines maladies,
peut être supportable. À certains moments, pour des pathologies graves et avancées, deviennent vraiment épuisantes, et moralement et physiquement. Mais malgré ces difficultés, il y a cette volonté de tous à travailler ensemble, allant même jusqu'à questionner les chercheurs dans leur laboratoire. Ils sont peut-être précurseurs, parce que cette question des aidants devient pressante à l'heure du vieillissement de la population. C'est ce que j'allais dire. La question des aidants devient pressante à l'heure du vieillissement de la population. Sophie Lagu, un commentaire, vous venez de le faire à l'instant. Oui. Les aidants, en moyenne, vous l'avez dit, je crois qu'ils ont 65 ans, quelque chose comme ça. Donc 20 ans, en fait, c'est eux qui vont se retrouver dans l'autre situation. Et c'est ces personnes qui seront un peu plus concernées, finalement. Et donc ça va être très compliqué. Qu'est-ce que vous espérez pour ces aidants ? Qu'ils aient un accès à l'information qui soit assez facile et lisible, parce que moi je pense que il y a beaucoup d'initiatives, elles sont toutes très intéressantes, mais des fois c'est pas très cohérent de multiplier les choses. Qu'ils aient un vrai statut, là on voit bien, madame a dû arrêter de travailler, donc qu'ils aient un vrai statut, une reconnaissance, puisque vous avez nommé, il y avait 11 milliards. Voilà, ça a une réelle économie. Et que le droit au répit soit pas que théorique, que les actions qui ont été inscrites dans la loi puissent être vraiment opérables sur le terrain. Donc le chèque répit aidant, le congé aidant, je crois que c'est déjà fait. Je connais pas encore de personnes qui ont pu... Le congé aidant, justement, vous pouvez nous en parler en quelques mots ? Non, vraiment pas. Non. Alors moi, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un congé, pour le proche aidant qui est indemnisé depuis le 1er octobre 2020, donc très récent. C'est un droit à l'allocation journalière du proche aidant d'un montant de 52 € si vous vivez seul et de 43 € si vous êtes en couple. Et c'est une somme qui est inférieure au SMIC. Est-ce que vous, Marie-Madeleine, vous bénéficiez de ce congé proche aidant ? Mais c'est pour les personnes retraitées ? C'est pour les aidants en général. Romain Dost, vous avez peut-être plus de précisions sur ce congé ? Oui, alors effectivement, c'est pas un congé qui est assuré par le département, mais c'est un congé effectivement de 3 mois, indemnisé effectivement depuis octobre 2020, vous le disiez, qui est renouvelable 4 fois. Voilà, moi ce que j'en sais, c'est pas pris en charge par le département. Il existe quand même d'autres initiatives, hein. Il y a notamment une allocation journalière du proche aidant qui a été mise en place par la CAF récemment. On a l'aide au répit qui est versée par le département en complément de l'APA. Voilà, on a des dispositifs. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, ce qui pêche, c'est que à la base, la charte européenne de l'aidant familial le définit comme non professionnel. Donc, à la base, il y a vraiment cet aspect-là qui est présent et qui fait il n'y a pas de professionnalisation à proprement parler. Pour autant, il y a de plus en plus d'initiatives. Le statut étant en train de se construire et d'être beaucoup plus encadré, on a malgré tout un volet financier qui est beaucoup plus fort qu'il ne l'était il y a encore 10 ans. Marie-Ange, quel conseil donner à un aidant ? Un aidant qui se sent se faire aider et d'aller à des groupes de parole, de M. Bozat par contre, un psychologue et gérontologue, parce qu'on se retrouve en plusieurs, on discute chacun de nos problèmes quotidiens, et puis on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais on arrive quand même à se comprendre, et ça aide beaucoup. Moi, je trouve que ça aide beaucoup. Marie-Madeleine, un conseil pour les aidants ? Qui se fassent aider. Qui se fassent aider, mais qui n'attendent pas le désespoir, comme on a vu encore très récemment un monsieur qui a tué sa femme parce qu'il n'en pouvait plus. Et ça, c'est vrai que le pauvre, c'est... que les femmes gardées leur mari malade. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus d'hommes avec beaucoup de difficultés devant une femme malade qu'une femme qui arrive davantage de s'en sortir. Comment expliquer ça, Eric Bozat ? Pourquoi les hommes ont plus de difficultés à soutenir leur épouse, leur compagne malade ? Je crois que ça fait partie peut-être de l'historicité un peu génétique de l'homme et de la femme, comme dans un couple, avec beaucoup de suicides à deux. Moi, j'en ai connu énormément, c'est pour ça que je peux en parler, mais c'est vrai que l'homme, en effet, met fin à ses jours après. Alors ça, c'est le côté, bien entendu, noir, on l'a pas évoqué, mais je pense qu'il faut rester sur un côté un petit peu optimiste. Les aidants, en effet,
doivent se faire aider, doivent parler, doivent dire l'indicible. C'est très difficile de lutter contre la honte, de rendre public ce qu'on a déjà beaucoup de mal à garder privé. Se faire aider, c'est aller voir des inconnus au début, mais ces inconnus vont devenir des gens connus. Et puis, c'est se rassembler, c'est lutter contre cette solitude, c'est de dire que, ben voilà, un aidant, je sais que quand ils vont peut-être quitter mon bureau, là, ben ils vont peut-être aller manger ensemble. Il y a des choses qui vont se faire. Il ne faut pas rester que dans une dimension thérapeutique ou pseudo-thérapeutique. L'accompagnement, qu'est-ce que c'est? Si on doit finir sur un mot, l'accompagnement, ad cumpanis. Aller vers, aller avec, à partager le pain. Eh bien là, mon travail en tout cas, c'est d'aller avec, d'aller vers. C'est l'empathie, l'altérité, non pas partager le pain, mais partager la souffrance d'une personne. Si je rencontre 1000 aidants dans ma vie, j'ai 1000 souffrances différentes. Et c'est ça, on ne peut pas faire de typologie. Il n'y a pas un aidant surtout, mais des aidants, avec des histoires singulières, des historicités mais des difficultés tout de même communes, on les a énumérées tout au long de cette émission. Oui, mais sur des histoires de vie différentes. Oui. C'est ce qu'on appelle le passif. Oui. Vous savez, il y a des gens, par exemple, je me souviens d'une personne qui me disait écoutez, là, mon mari, ça a été difficile toute notre vie, il m'en a fait voir, et maintenant, il continue. Non, là, il était malade. Là, il y avait une vraie maladie. Donc, attention entre le passif, l'histoire entre époux, et une vraie maladie. Après, je suis aussi d'accord avec Mme Lagus sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a beaucoup de patchwork. Je crois qu'à un moment, les gens sont un peu perdus. Alors avant, il n'y avait rien, pas grand-chose. C'était relativement simple. Maintenant, il y a longtemps. Maintenant... plusieurs décennies. Ouais, plusieurs décennies, vous avez raison. Et maintenant, beaucoup de choses se font, mais il va falloir peut-être coordonner. Alors, il y a peut-être c'est la synergie dont parlait Sophie Lagus. Voilà. C'est ce manque de synergie qui pourrait aider encore un peu plus les aidants. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Disputant d'Hommes.